contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à travers quelques séances commentées, on va balayer plusieurs sujets et notamment celui du consentement dont on a déjà beaucoup parlé, mais à travers plusieurs petites images, j'ai envie vraiment de vous montrer à quel point il est possible d'avoir le consentement du cheval, quelles sont les dérives également, et qu'est-ce que le cheval comprend exactement quand on lui demande son consentement. Et dans cette vidéo, ce qui est très important de savoir avant de commencer, et ça, ça vaut pour tout ce que je vous explique, c'est qu'à travers mes séances, même si je me base énormément, comme vous le savez, sur la science, comment le cheval apprend réellement, je me base beaucoup sur le ressenti. Parce qu'à trop vouloir appliquer une méthode, à trop vouloir appliquer des concepts, au final, on perd complètement notre ressenti et ce que le cheval nous envoie sur le moment. Et souvent, notre intuition, elle ne nous trompe pas complètement. L'intuition, le ressenti, c'est avant tout ce qu'il faut développer, c'est vraiment primordial. Souvent on dit l'anthropomorphisme c'est la bête noire, faut absolument pas en faire, etc. Oui, bien sûr, faut faire attention avec ça, mais ça doit pas être la bête noire pour autant. Il faut juste savoir quand on utilise éventuellement l'anthropomorphisme et se dire ok, là je fais peut-être un petit peu d'anthropomorphisme, je vais peut-être un petit peu plus loin en effet que ce que la science nous dit, que ce qui est réellement écrit sur le papier. Mais il faut voir ça comme un questionnement, parce que souvent, à force de ne pas vouloir faire d'anthropomorphisme, on se renferme complètement et on refuse de voir ce que le cheval nous envoie. On le verra encore tout à l'heure avec plusieurs exercices où on sait que la science nous dit le cheval, il fait pas de stratégie, il comprend pas la globalité de l'exercice. On verra que c'est pas aussi simple. L'anthropomorphisme, ça doit vraiment être vu comme un moteur pour aller vers l'altérité. Faut pas projeter tout ce qui est humain sur le cheval, mais par contre, faut ouvrir notre réflexion en se disant que oui, le cheval peut avoir des émotions complexes, et on l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a énormément d'émotions, la frustration, la joie, la colère, même la jalousie, des fois même on utilise ça. Quand j'ai un cheval qui est un petit peu moins motivé à venir, hop, je vais sortir le copain, je vais travailler le copain, et après, hop, tout à coup, l'autre il est à la porte parce que lui aussi, il va avoir son tour. Donc voilà, il faut juste se dire, ce que j'observe là, c'est une émotion plus complexe. C'est une émotion un petit peu humaine que je suis peut-être en train de projeter. Par contre, s'autoriser à faire quand même l'hypothèse pour pouvoir avancer. Parce que sinon, on écarte les émotions un petit peu complexes et on reste sur quelque chose de très bas de gamme, alors que le cheval, au final, il peut penser un petit peu plus loin. Souvent, en voulant éviter l'anthropomorphisme, on simplifie les comportements, on passe à côté de plein de choses. Et ça aussi, c'est très dangereux dans notre façon de voir les chevaux. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé pendant des années à nier carrément les émotions des chevaux. La science a découvert il y a très peu de temps au final, et a prouvé il y a très peu de temps que les chevaux ont des émotions, alors que dans la pratique, on l'a senti depuis très longtemps. Donc voilà, de nouveau, l'anthropomorphisme, il faut faire attention, il faut savoir quand on en fait, mais c'est pas pour autant qu'il faut renier toute la complexité des émotions. Le deuil chez le cheval, par exemple, on sait maintenant que ça existe. Dans des troupeaux sauvages, quand un poulain meurt, il y a une cohésion du groupe autour de la mère qui va venir veiller son poulain, qui va venir rester près de son poulain vraiment un long moment. Et pareil, même dans un troupeau de chevaux domestiques, quand un équidé meurt, le troupeau, les autres congénères, ils restent près du corps un long moment. Il y a vraiment cette notion de deuil, ce passage d'un cap qui doit se faire. Et vraiment, je me suis rendu compte de cette complexité des interactions des émotions, d'autant plus quand j'ai été observer les chevaux sauvages. Donc voilà, ne pas projeter trop de l'humain, mais surtout ne pas trop simplifier. Et donc, venons-en à notre sujet, le consentement. Pour avoir un vrai consentement, et ça c'est dans la définition même du consentement dont on parle aussi pour l'humain, il faut que ce soit un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on sache à quoi s'attendre. Donc pour avoir un vrai consentement, il faut une expérience. Il faut avoir vécu la chose avant de pouvoir dire si oui ou non on est consentant. Et ça c'est pareil pour le cheval. Comme pour le vermifuge avec Dexter, souvenez-vous, il y a quelques vidéos de ça. Au début, quand il touchait la seringue, il ne sait pas ce qui va suivre. Simplement, à force d'association, à force de lui montrer ce qui suit, il sait que quand il touche la seringue, je vais venir près de sa tête, près de son nez, avec la seringue. Et petit à petit, à force d'associer, il dit « Ah d'accord, si je touche la seringue, il se passe ça ensuite. Donc, si je choisis de ne pas toucher, du coup, il ne se passe rien. » Évidemment, il faut aussi permettre au cheval de ne pas toucher. Si on est toujours en train de lui dire touche, ça ne sert à rien non plus. Et donc là, on peut avoir un vrai consentement qui apparaît quand le cheval touche la seringue. Et ça, vous allez voir un exemple illustré tout de suite dans quelques instants également. Par contre, il y a certains cas où c'est pas toujours possible d'avoir le consentement tout de suite, parce que vous commencez à comprendre que pour avoir ce consentement, ça se prépare un petit peu pour que le cheval associe, pour que le cheval comprenne ce qu'il attend. Par contre, même s'il n'est pas toujours possible d'avoir le consentement, le veto est là, on n'a pas préparé le cheval, hop, il faut y aller,
il faut faire la piqûre, il faut faire le vermifuge, bon, mais par contre, même si on n'a pas eu le temps de préparer le cheval pour qu'il puisse donner son consentement, pour qu'il puisse discuter avec nous, et puis également dans des cas aussi où de toute façon ça va pas être agréable, ça va être compliqué du coup d'avoir le consentement, parce que c'est un acte médical, que ça va faire mal, etc. Le cheval, il va pas forcément être d'accord, mais ce qu'il faut au moins savoir dans tous ces cas, c'est de savoir observer le cheval, de savoir voir quand le stress monte trop, et de savoir le faire redescendre. De nouveau, ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on fait, c'est l'état dans lequel le cheval est. Si le stress monte trop, il faut savoir se dire, je décontracte, je reviens en arrière, je souffle. De nouveau, ça veut pas dire qu'on va pas finir notre action, ça veut simplement dire qu'on fait attention à l'état psychologique dans lequel est le cheval et qu'on revient toujours à un état de décontraction, quoi qu'on fasse. Même si là, c'est peut-être pas possible d'avoir le consentement, mais par contre, on ne peut pas passer sur le fait qu'on doit revenir à la décontraction. Ça, c'est vraiment un must-have et c'est pour ça que je dis, peu importe la méthode, ce qui compte, c'est de lire le cheval, de savoir quand la tension monte et de savoir la faire redescendre. Il faut pas rester dans le négatif. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait un peu de négatif, la piqûre, c'est pas agréable, le vermifuge, c'est pas agréable, ok, mais il faut pas rester dedans. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec le vermifuge avec Dexter. Oui, le moment où il y a le produit dans la bouche, c'est pas agréable. Par contre, tout le reste, on a rendu ça positif. Il faut toujours se mettre du point de vue du cheval. Accepter un peu de négatif, dans la vie du cheval, il y en a toujours. Simplement, il ne faut pas que tout soit négatif. Et c'est comme le travail en liberté. Souvent, nous, on a l'impression qu'on fait du travail en liberté. En fait, ça n'en est pas du point de vue du cheval. C'est juste de l'inconfort total, parce que oui, il n'a pas de longe, il n'est pas tenu, mais par contre, dès qu'il s'éloigne, on rend ça super inconfortable. Du coup, il se sent obligé de rester, sinon il a quelque chose d'encore plus inconfortable quand il s'éloigne. Et donc là, clairement, il est dans le négatif tout le temps. Il est dans le négatif plus s'il s'en va, et il est dans le négatif s'il reste avec nous, parce qu'il n'en a pas forcément envie, parce qu'on ne lui rend pas ça positif. Et donc voilà, dans ce que je vous ai dit là, attention, le relâchement ne veut pas pour autant dire consentement. On cherche tout le temps le relâchement, on cherche à revenir à la décontraction, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas pour autant qu'on a le consentement. C'est pas parce que le cheval est relâché, détendu, qu'il est consentant. Par contre, c'est obligatoire que le cheval soit relâché. Le relâchement est indispensable, et le consentement arrive ensuite, quand justement on a pu expliquer un petit peu au cheval comment ça se passe. Il a pu vivre la situation, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, on essaie un maximum de ne pas rester dans juste que le cheval tolère les choses, que ce soit plus vraiment quelque chose d'apprécié, mais parfois, c'est un passage obligé. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention les dérives du consentement. Là, pour le coup, c'est comme un enfant. Des fois, l'enfant, il va pas vouloir aller au dentiste parce que c'est pas agréable, c'est pas pour autant qu'on va dire, si tu veux pas, tant pis. Il y a des choses qu'on doit faire quand même, évidemment. Par contre, en séance, quand on fait des choses ensemble, dans le travail, c'est important justement d'avoir ce consentement du cheval et surtout de laisser le choix au cheval. Pas qu'il ait que nous pour se focaliser. Comme je vous disais, le cheval qui est que sur vous parce qu'il a rien d'autre à regarder, c'est triste en fait. Dans une piste intérieure, il n'y a rien à faire, forcément il vous regarde vous. Donc moi c'est pour ça, en piste extérieure, il y a toujours de l'herbe sur les côtés, il a toujours le choix de se dire je fais ou je peux aller brouter si vraiment ça ne m'intéresse pas. Et dans tout ça, c'est important de ne pas prendre contre nous, de nouveau, les noms du cheval et de ne pas craindre cette déconnexion, comme je vous dis toujours. Un nom, c'est juste une information, c'est pas la fin de la conversation. Maintenant, on a des dérives là-dessus aussi, où le cheval dit non, on arrête tout. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste un signe qu'il va falloir faire autrement, montrer au cheval qu'on a entendu, qu'on adapte, qu'on redécontracte et qu'on repropose autrement. Et à l'inverse, par contre, si le cheval se tente, si le cheval ne fait pas, avoir un geste doux, avoir une caresse, une gratouille, une décontraction à ce moment-là, ça ne va pas renforcer le non. Ça aussi, c'est une idée reçue. C'est juste rassurer, refaire descendre la tension pour pouvoir redemander. Tout ça, c'est un petit peu une question d'ego. On a tendance à persuader un petit peu les gens que quand le cheval ne fait pas, c'est parce que l'humain a mal fait, l'humain a raté. Non, c'est juste un cheval, un être vivant qui s'exprime. La déconnexion, c'est pas un drame. Si le cheval va brouter sur la piste et s'en va de l'exercice, plutôt essayer de se poser la question, tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qu'il a peut-être pas compris, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'attirant dans l'exercice, et pas en venir tout de suite à notre ego en disant le cheval ne veut pas être avec moi. Non, c'est juste que là, l'exercice tel qu'il était, ça lui a peut-être pas parlé. Le cheval, il ne fait pas des choses contre nous, mais il le fait toujours par rapport à une émotion qu'il ressent à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder comment le cheval vit les choses, pour pas justement prendre systématiquement les choses contre nous directement. Nous, souvent, ce qu'on vit, c'est que le cheval me respecte pas. Et lui, ce qu'il vit, la plupart du temps, c'est juste qu'il a peur et qu'il se dit qu'il faut que je fuis. Et l'humain, il va renforcer cette peur en faisant encore plus bouger les pieds du cheval. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec comment le cheval vit le travail en liberté. Donc oui, quand on commence à laisser le choix au cheval, forcément, il peut nous dire non. Mais ça veut pas dire que c'est contre nous.
ça veut pas dire qu'on a mal fait, il faut vraiment lâcher prise là-dessus. Non, ça veut pas forcément dire non, je veux pas faire, ça peut être juste je sais pas comment, ou je ne suis pas sûre d'être capable, comme Abantos il nous le dit souvent. Par exemple, faut pas tomber dans les extrêmes. Un cheval qui comprend pas un exercice, allez le chercher pour lui montrer le geste juste, en longe, lui montrer exactement ce qu'on attend pour qu'il retienne le geste, plutôt que pendant 1 heure de dire en liberté viens, refais, et le cheval comprend pas et il se trompe à chaque fois parce qu'on ne le guide pas. Ça, par exemple, c'est montrer au cheval qu'il est capable, c'est lui expliquer comment, et donc ce qui permet ensuite au cheval de pouvoir mettre un oui et plus un non, parce qu'il dit « Ah mais oui, maintenant j'ai vécu le truc, maintenant je comprends, et maintenant je veux bien le refaire ». À l'inverse, par contre, laisser un cheval qui bouge à la tâche en disant « il va finir par comprendre et arrêter de bouger », là par contre, tout ce qu'on fait, c'est pousser le cheval à la résignation. Donc vous sentez, il ne faut pas tomber dans un extrême où on dit « Ah là là, on reprend pas le cheval, on le laisse et on n'ose pas reprendre la longe parce que sinon il va pas avoir le choix, mais bon, si on fait jamais ça, il va jamais comprendre non plus exactement ce qu'on lui veut. » Et l'autre extrême de dire « Je vais forcer jusqu'à la résignation. » Et c'est là que la lecture précise des signes est importante également. Est-ce que détourner la tête, c'est forcément un cheval qui dit non ? Pas toujours. Détourner le regard de manière lente et calme, c'est un signal d'apaisement. Si le détournement est plutôt rapide, là, ça peut être un début de fuite ou le signal que justement, c'est non, je veux pas que tu te rapproches. Si le détournement fait suite à une demande d'approche d'un congénère ou d'un humain, et que de nouveau, c'est un signe calme, sans les oreilles qui se mettent en arrière, sans des tensions musculaires, toujours on regarde la globalité de cheval, ça peut signifier au contraire, je te laisse la place, tu peux venir. De nouveau, la prise en compte de l'état émotionnel du cheval, ça compte beaucoup plus que le fait d'utiliser le renforcement positif ou négatif. Le renforcement positif, c'est super bien, moi c'est vraiment la base de ce que j'utilise, parce qu'on est dans la coopération, dans l'autonomie du cheval. Par contre, ça on en reparlera encore ensuite, c'est important que l'humain soit cohérent et lisible, que le cheval sache à quoi s'attendre, qu'il puisse prédire. Le cheval, ça marche vraiment comme ça. C'est ok, quand je fais ça, je prédis qu'il va se passer ça. Et c'est comme ça aussi que quand il y a des traumas, on peut aussi changer le schéma dans le cerveau à ce niveau-là pour que le cheval prédise autre chose. Voilà, le cheval c'est vraiment, ok, je touche ça, il se passe ça, ensuite je prédis qu'il se passe ça. Donc le renforcement positif, ça marche super bien si les règles sont claires. S'il n'y a pas de structure, au contraire, on va avoir un cheval complètement incertain, complètement stressé, qui va se frustrer. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, comme je vous disais tout à l'heure aussi, ou de toujours avoir peur de reprendre la longe pour montrer le geste attendu au cheval. Parce que si on n'explique pas les choses clairement, au final on dit que non, au cheval c'est toujours pas ça. Et après, il se frustre et il n'a même plus envie d'essayer. Il faut vraiment qu'il y ait un lien très clair entre le comportement et sa conséquence. Et ça, on en reviendra tout de suite à ça avec quelques images avec Cali. Le docteur Janet Jones, d'ailleurs, il décrit littéralement le cerveau du cheval comme un système prédictif. Il apprend en anticipant les conséquences de ses actions. Le renforcement positif, c'est efficace lorsque justement ça confirme une prédiction correcte. Donc, l'apprentissage, c'est pas juste d'avoir un stimulus agréable, on l'a dit, les émotions c'est hyper important et c'est souvent oublié dans la théorie de l'apprentissage, mais évidemment ça ne suffit pas non plus, il faut que le cheval puisse établir un lien de cause à effet entre ce qu'il fait et ce qui découle de ce qu'il fait. Évidemment, je vous l'ai dit, l'émotion positive c'est hyper important. Si le système nerveux est dans la peur au moment où on fait un apprentissage, le cheval n'est pas capable de processer l'information, il faut que vraiment on ait un état d'éveil du système nerveux, mais pas un cheval dans le stress, sinon il ne peut pas apprendre, il ne peut pas acquérir de nouveaux comportements. Donc voilà, vous l'aurez compris, renforcement positif, négatif, peu importe, ce qui compte c'est d'être cohérent. Si le cheval ne sait plus à quelles conséquences s'attendre parce que une fois on récompense une telle chose, une fois on en récompense une autre, et qu'au final on n'est pas prévisible et pas constant, là pour le coup, c'est pire que tout. Et dans la plupart des méthodes, même les méthodes dites positives, qui n'utilisent que du renforcement positif, il y a toujours une petite forme de pression, même si elle est légère. Donc toutes les pratiques en fait sont hybrides. Il y a toujours un petit peu de renforcement négatif et un petit peu de renforcement positif. Ça c'est quelque chose que je vous ai toujours dit. Et de nouveau, mélanger les renforcements, c'est pas un problème, tant qu'on reste cohérent sur les conséquences auxquelles le cheval peut s'attendre. Il faut que les conséquences restent toujours les mêmes. Ça c'est vraiment primordial. Et très important aussi à noter, c'est qu'un cheval, il peut très bien exécuter un exercice, faire un comportement qu'on a demandé sans que les associations émotionnelles qu'il a faites par rapport à cet exercice aient changé. Donc par exemple, un cheval qui a peur au montoir, on peut très bien avoir un cheval qui finit par venir au montoir, qui réalise le comportement demandé, sans pour autant qu'il ait changé les associations émotionnelles qu'il a faites par rapport à ça.
Et donc c'est pour ça que quand on veut vraiment travailler comme ça sur un cheval qui a fait des associations négatives, il faut avant tout travailler sur ses émotions, s'attaquer vraiment à la source et pas à la conséquence qui est le comportement. Il faut vraiment remplacer l'émotion derrière la situation, pour ensuite que le comportement de lui-même, il change automatiquement parce que le comportement s'adapte à l'émotion. On ne sait pas attaquer directement à ce comportement. Et surtout quand un cheval a beaucoup de tension, beaucoup de stress, ça peut amplifier plein de troubles du comportement, l'anxiété de séparation, l'agressivité, etc. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de revenir à la source, parce que souvent, quand on a changé l'émotion, quand on a un cheval qui est beaucoup plus dans la décontraction, tous les problèmes viennent s'apaiser parce que des fois il peut y avoir une source commune. C'est pas la séparation le vrai problème, c'est toutes les tensions enfouies. Et quand les tensions sont vidées, tout va mieux. De nouveau, changer un comportement, c'est pas la même chose que changer l'apprentissage sous-jacent. On l'avait vu avec notre petit poney qui avait des difficultés avec le contact physique, qui avait littéralement 2 voix dans son cerveau. La voix de la peur par rapport au contact et la voix de l'acceptation avec sa propriétaire parce que ça se passait plutôt pas mal en général. Il peut pas y avoir de nouvel apprentissage tant que la mémoire n'a pas changé. Il faut lui montrer que les anciens comportements ne sont plus du tout nécessaires. Et ça se fait en changeant vraiment cette mémoire de l'événement. Tout ce qui est stress, tension, et ça chez l'humain c'est vrai aussi, c'est pas un problème psychologique, c'est vraiment un état physiologique. C'est vraiment un système nerveux qui passe en mode fuite, et tant qu'on ne le décharge pas, rien ne peut aller mieux. Et c'est pour ça que pour l'humain comme pour le cheval, venir simplement se forcer à faire des exercices de respiration, venir simplement essayer d'inonder le cheval par notre calme, quand il y a des tensions, quand il y a un système nerveux qui est bloqué dans la tension, ça ne suffit pas. Il faut vraiment venir débloquer ce système nerveux qui est littéralement en dessous de la conscience. Et souvent, ça on l'a déjà dit aussi, quand on vient débloquer les stress, on trouve un cheval complètement différent. Parce que souvent, toutes les tensions, ça affecte le tempérament du cheval. Et quand le cheval est débarrassé de ses tensions, tout à coup, on découvre le vrai tempérament en fait de notre cheval, qui était simplement masqué sous toutes les couches de stress. Donc voilà, pour revenir à notre consentement, avant d'entraîner un cheval, l'important c'est de lui montrer que son opinion compte. De donner des outils au cheval pour qu'il puisse dire quand il est ok, quand il veut proposer de faire quelque chose. Et de nouveau, même s'il a ses outils, c'est pas pour autant qu'on va faire que ça, qu'on va dire que c'est toi qui décides, c'est toi qui mènes. Non, de nouveau, on va construire un langage commun pour que nous, on puisse dire au cheval quand c'est oui, quand c'est non, pour que lui puisse nous dire aussi quand c'est oui, quand c'est non. Par exemple, toucher la brosse pour venir brosser, etc. Par contre, on reste quand même toujours le guide qui justement prend les bonnes décisions pour l'ensemble du groupe aussi, toujours en tenant compte de l'état émotionnel, toujours revenir à la décontraction. Si on fait quelque chose de pas plaisant, ne pas monter dans l'escalade du stress et revenir un maximum dans la décontraction. Par contre, c'est pas parce que le cheval dit non qu'on arrête, qu'on fait plus rien. Et quand on est cohérent et que justement on motive le cheval, on lui donne envie de faire des choses, souvent on a de moins en moins de non, on a un cheval qui va de moins en moins ne pas consentir en fait. En général, plus on travaille avec le consentement, plus le cheval a envie de dire oui, parce que plus on lui donne voix au chapitre, plus il sent qu'il a du contrôle, plus ça le rassure. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec la jument Kali, souvenez-vous, où on avait commencé à travailler le contact sur les jambes sur les dernières séances. D'ailleurs, c'est pas encore parfait, mais il y a déjà eu des améliorations. La propriétaire a réussi à brosser l'antérieur dans son entièreté. Et donc là, pour ne pas travailler uniquement que sur ce point bloquant-là, et pour pouvoir justement aller encore plus loin là-dessus, on a travaillé là avec Kali pour lui montrer qu'elle peut avoir du contrôle sur ce qui suit, qu'elle peut prédire ce qui va suivre et avoir du contrôle dessus. Souvent avec les chevaux un petit peu méfiants comme ça, c'est parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de contrôle et qu'à tout moment il peut arriver quelque chose de négatif. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est que je lui ai proposé 3 cônes avec des choses différentes posées dessus et que suivant ce qu'elle touchait, les conséquences derrière étaient différentes. Évidemment, avant d'en arriver à là, il a fallu réviser un petit peu le touche et surtout le regard. Son regard était assez fermé en début de séance, et ça, je pense que ça vient justement aussi des tensions qu'elle a eues avec les nombreux soins qu'elle avait eus les dernières années. Ça, je vous avais déjà expliqué un petit peu, où elle avait eu pas mal de manipulations un petit peu compliquées, et donc même si le toucher la balle, pousser la balle, elle connaissait très bien, son regard s'est un petit peu plus refermé avec ces tensions. Et donc maintenant qu'il y a moins de tensions par rapport à tout ça, il faut venir rouvrir un petit peu ce regard. Et une fois qu'on a rouvert ce regard, je peux lui proposer de suivre ma main, de venir toucher le ballon, puis de venir toucher différents objets à différentes hauteurs. On voit que c'est pas encore parfait, mais c'est déjà un petit peu mieux.
Et ensuite, quand on a le touche qui est bien compris, on peut revenir sur les 3 cônes. Et donc sur les 3 cônes, qu'est-ce qu'on a ? On a un cône où il n'y a rien, qui sera le cône de la pause. Quand elle vient toucher ça systématiquement derrière, je viens me relâcher, faire une pause avec elle. Le cône avec une brosse, ce sera le cône du contact physique. Quand elle va toucher ce cône-là, je récompense et je viens tout de suite proposer un contact physique, une gratouille. Et le dernier cône, c'est le cône du jeu avec un petit mousse posé dessus, où là, quand on touche le petit mousse, on vient ensuite faire un petit parcours de barre au sol, et ça c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, passer un petit peu sur des embûches, un petit peu bouger ensemble, c'est quelque chose qui lui plaît. Et on vient toujours faire le même petit tour. À chaque fois, je récompense quand elle touche. Pourquoi ? Parce que toucher, comme je vous l'ai dit, elle avait un petit peu oublié, elle avait le regard un petit peu fermé. Donc voilà, je vais lui montrer que je veux vraiment récompenser l'action quand elle touche. Par contre, tout de suite, en même temps derrière, je lui montre la conséquence. Donc c'est-à-dire que quand on va toucher le petit mousse pour aller bouger dans le parcours, je donne le bonbon et tout de suite, je demande d'avancer. Quand elle touche la broche, je donne le bonbon et tout de suite, je pars avec ma main le long du nez jusqu'à l'encolure, jusqu'au garrot pour venir gratter. C'est vraiment dans la foulée. Et quand c'est pour la pause, tout de suite, je donne le bonbon et je viens m'accroupir et souffler pour la pause. Pour vraiment que l'association se fasse tout de suite. Si je donne le bonbon, que je souffle, et puis qu'ensuite seulement je fais mon action, elle a complètement perdu le fil. Il faut vraiment que ce soit comme une clôture électrique. C'est tout de suite action-réaction. C'est on a touché ça, tout de suite il se passe ça. Donc je récompense et en même temps on part dans l'action. Donc vous voyez que on a différentes possibilités, différentes interactions ou non-interactions possibles. Quand on fait la pause, je ne l'oblige pas à la faire près de moi, mais là par contre, ce que vous allez voir tout de suite, c'est que c'est assez fou parce que c'est une jument qui ne faisait pas vraiment de pause, ou en tout cas pas proche de l'homme. Dans les précédentes séances, elle avait plutôt le regard un petit peu partout quand je m'arrêtais, des moments très fugaces où elle se relâchait, mais là, dès qu'on fait la pause, tout de suite, elle souffle avec moi, elle descend la tête et surtout, elle cherche mon contact. Elle vient vraiment avec son nez très près de moi, même si elle scanne un petit peu l'environnement par moment, elle revient toujours vers moi, elle cherche mon contact et elle fait littéralement une pause avec moi, une pause qui dure, c'est pas juste quelques secondes, c'est une pause qui dure et très très vite même, on voit les yeux qui clignent, la tête qui s'abaisse, elle tombe presque dans l'endormissement. Donc ça, c'est vraiment super. Au début, évidemment, elle ne peut pas avoir du contrôle tout de suite sur ce qui suit, il faut d'abord qu'elle l'associe, que le système prédictif se mette en route. C'est ce que je vous avais expliqué aussi avec Caresse, quand on avait tenté de la faire choisir entre le mort et le licol. C'était un petit peu plus complexe, c'était vraiment une expérience. Et ici, c'est des choses plus simples. Mais d'abord, qu'est-ce que je fais ? C'est moi qui lui montre. Je lui dis touche la brosse, et ensuite je lui montre ce qui se passe. Je lui touche le mousse, ensuite je lui montre ce qui se passe. Touche le cône vide, ensuite je lui montre ce qui se passe. Je fais ça plusieurs fois. Et ce qu'on voit très vite se décider, c'est que le cône vide, elle vient très vite le toucher. Elle vient très vite d'elle-même dire « ça j'ai bien compris, je l'ai bien associé à la pause » et c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup parce qu'en plus c'est nouveau pour elle. Et surtout ce que j'aime, c'est que moi je l'ai laissé un petit peu mettre ce qu'elle voulait dans ce cône avec la pause et tout de suite elle est venue chercher mon contact. Et moi dans mon idée c'était plutôt on fait une pause, moi je me relâche et elle va se relâcher de son côté. Et au final, elle est vraiment venue me chercher. Donc c'était une pause dans l'interaction. Donc c'est pas ne rien faire. C'est vraiment se décontracter ensemble. Donc ça, c'est énorme. C'est pas je choisis de ne rien faire. Non, c'est je choisis de me décontracter avec toi. Et en sachant tout par Kali, franchement, je suis très contente de cela. Donc ça, c'est un cône qu'elle va venir choisir elle-même plusieurs fois. Et c'est vraiment le premier cône qu'elle va choisir elle-même. À un moment donné, même je lui montre la brosse et elle dit non, je viens sur le cône de la pause. Donc ce qui montre qu'elle commence déjà à comprendre un petit peu. En plus, la conséquence est beaucoup plus directe. Je m'abaisse tout de suite, je souffle. Pour les deux autres, on a un petit début de compréhension, mais je pense qu'il faudra le répéter encore un petit peu pour que ce soit vraiment clair. Mais par contre, ce que j'ai vraiment noté dans cette séance, c'est que tout le long, elle est restée ouverte. Elle est restée contente d'être là, de bonne volonté quand je proposais des mouvements. Elle commence à sentir qu'elle a un petit peu de contrôle sur ce qui suit et que même si le choix n'est pas encore complètement clair pour le moment, elle sait en tout cas que quand on touche ça, après on va faire ça. Plus elle va sentir qu'elle a une influence sur les interactions, plus elle va aimer ça. Alors de nouveau, le but c'est pas de faire ça à chaque séance, mais après d'intégrer ces éléments dans la séance. On touche la brosse comme on le faisait quand elle touchait la main et ensuite on vient sur le contact physique.
On a toujours le cône vide pour la pause qui est présent quelque part, au cas où on ait besoin d'un relâchement. Et pareil, si nous on dit là, t'auras besoin d'un relâchement, on lui pointe le cône et ensuite on se relâche. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être apportées par petites touches pour vraiment rendre une séance un petit peu plus agréable pour tout le monde. Quand elle dit non, de nouveau, c'est pas la fin de la conversation. On se demande pourquoi elle a dit non et on agit là-dessus. C'est juste le début d'une nouvelle conversation. Et comme vous le voyez, elle commence à donner un petit peu ses préférences, mais tant qu'elle n'a pas vu exactement en quoi ça consiste, elle ne peut pas donner ses préférences. Il faut avoir expérimenté, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce que vous voyez à la fin aussi, là où on voit qu'elle commence à faire le choix, c'est que soit je touche un petit peu tous les cônes, soit je balaye avec ma main en lui pointant tous les cônes, pour vraiment essayer de l'influencer le moins possible dans ce qu'elle doit toucher, contrairement à ce qu'on faisait au début. Et vous voyez à quel point le regard c'est important. On a recommencé un petit peu à travailler ça avant de venir sur ces exercices, sinon c'était carrément impossible parce qu'elle ne suivait pas du tout ce que je lui montrais, elle ne regardait même pas les cônes. C'est là qu'on voit encore l'importance de ce regard. Sans ça, on ne peut vraiment rien faire. Également avec Abantos, là je vous montre un petit exercice, un petit slalom qu'on a un petit peu complexifié, c'est-à-dire qu'il devait passer derrière un chandelier, revenir un petit peu vers moi mais pas jusqu'à moi, contourner, passer derrière un autre chandelier, revenir un petit peu et hop, repartir derrière le dernier chandelier. Et au final, revenir complètement à moi. Et donc ça, c'est vraiment suivre l'endroit exact où je lui pointe. Et puis après, je vais mettre des cônes dans l'histoire. Et donc, c'est vraiment suivre l'endroit où je lui pointe, ensuite baisser la tête pour regarder le cône que je lui pointe, puis relever la tête pour regarder au-delà du chandelier où je lui pointe. Et on voit que vraiment, il est très précis. Il regarde exactement ce que je montre. Et là, ce qui est très drôle aussi, dans cet exercice, c'est que au départ, quand j'ai fait ça, j'avais pas mis de cône tout de suite. Et donc simplement, je lui demandais de revenir un petit peu vers moi, et puis hop, je lui demandais ensuite de repartir derrière le chandelier. Ça l'a profondément agacé. Il a dit « je viens pour repartir ». Oui, en effet, c'est pas du tout amusant. Et puis surtout, à la fin, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il a dit « ok, j'ai compris, en fait, je dois passer derrière tous les chandeliers, et puis à la fin, je fais le tour du dernier chandelier, et puis je m'arrête, là souvent où je récompensais. Donc la finalité, c'est d'arriver là-bas, et puis là-bas, j'ai mon bonbon. » Et donc c'était très drôle, parce qu'après, il m'a dit « bon, ok, je simplifie, je fais le tour des chandeliers, et puis je vais là-bas. » Et c'était très clair dans sa tête. C'était vraiment pas par hasard qu'il a fait ça. C'est vraiment qu'il a skippé ce qui pour lui n'était pas confortable, n'était pas utile. Et là d'ailleurs où il me faisait toujours ses coups de tête dans les tournants. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un cône pour donner un but, pour donner quelque chose d'un petit peu fun. Il vient jusqu'au cône, en plus ça matérialise l'endroit, je lui montre précisément. Et puis après, hop, on continue derrière l'autre chandelier, et ainsi de suite. Et donc la science nous dit en effet que le cheval n'est pas capable, les chevaux ne sont pas capables de faire des stratégies, ne sont pas capables de voir la finalité, la globalité d'un exercice. Ils font simplement un enchaînement de mouvements les uns derrière les autres. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai toujours dit. Alors oui, ils vont pas faire des stratégies. S'il y a plus de ressources, par exemple, dans l'environnement où ils sont, ils vont pas mettre un plan de restriction des naissances, par exemple. Ils vont pas être capables de planifier des choses comme ça. Ça, c'est clair. C'est pas des stratèges. Mais par contre, sur un exercice, moi j'ai toujours dit, si le cheval, je lui montre pas où je veux aller avec mon exercice, où il se finit mon exercice et que je fais simplement à trop décomposer, moi j'ai des chevaux qui vraiment s'ennuient. Alors je pense aussi que ça dépend de la manière dont on travaille, que plus on les stimule, plus ils sont capables de penser un petit peu plus loin. Mais moi, plus je vois avec mes chevaux, plus je me dis que oui, ils sont capables vraiment de prédire un petit peu plus loin que juste la conséquence directe. Pareil avec Calice qu'on a fait là. Alors, ils sont capables de prédire un petit peu plus loin que juste ce qui va se passer dans la seconde. Ça aussi, ça se travaille. Je pense que tous les chevaux, on les sort du pré, ils sont pas capables de faire ça, mais je pense que c'est une compétence qu'ils peuvent travailler, et c'est parce que, on stimule vraiment les liaisons avec le cortex préfrontal. On voit vraiment qu'Abantos, il avait cette idée globale, il sait où il devait arriver,
il sait où ça se finissait. Et de manière générale, quand je travaille avec les chevaux en duo, souvent avant de les faire marcher ensemble, en proximité, en botte à botte, souvent c'est un petit peu compliqué. Et ce que je fais avant, c'est de les faire travailler ensemble avec chacun un exercice, chacun a un but, chacun a quelque chose qu'il connaît. Et c'est quelque chose de rassurant, chacun a quelque chose qu'il contrôle, qu'il sait parfaitement faire. Comme quand on avait fait les petits exercices où chacun venait pousser un élément ou tirer un élément. Et ça, souvent, c'est plus facile de faire ces choses-là, parce que les chevaux se concentrent aussi sur leur but, sur leur exercice, que de devoir les faire se concentrer sur marcher ensemble. Parce que du coup, ils se concentrent l'un sur l'autre, et souvent que c'est là que ça dérape. Et donc, c'est une bonne approche vers le duo de commencer par se concentrer sur quelque chose qu'ils connaissent, chacun de leur côté, mais proches l'un de l'autre. Et puis ensuite, de pouvoir aller dans marcher ensemble, etc. Donc oui, le cheval est tout à fait capable de répondre et de faire sans aimer ce qu'il fait, et ça on le voit beaucoup dans les méthodes traditionnelles malheureusement. Par contre, de dire qu'il ne comprend pas le but de l'exercice, je pense que de nouveau c'est quelque chose qui se travaille. Alors le but évidemment, il ne le voit pas comme nous, monter les 2 pieds sur la palette, ça n'a pas la même signification pour lui que pour nous, mais il peut comprendre qu'on fait tout un enchaînement pour arriver à la fin, par exemple, avec les 2 pieds sur la palette, et que le final de l'exercice, c'est là-dessus. Comme je vous l'ai déjà dit aussi, les chevaux, ils n'apprennent pas par imitation entre eux. Si un cheval chipote au loquet de la porte de boxe et qu'il arrive à l'ouvrir, l'autre cheval va pas se dire « Ah, je vais faire pareil pour pouvoir arriver à sortir de mon box ». Il va simplement, par facilitation sociale, se mettre à chipoter aussi, et au final, trouver la même réponse. Alors évidemment, pareil, quand je lui apprends à pousser la planche, à tirer le foulard pour ouvrir un espace entre 2 chandeliers, il sait très bien que le but, c'est de passer de l'autre côté. Après, c'est que je ne suis pas sûre que quand il ouvre la porte, il se dit « je pousse la planche, je prends le foulard », et qu'en conscience, je fais ça pour pouvoir ensuite passer. Je ne sais pas si dans son cerveau, c'est « je tire le foulard, je pousse la planche, et puis je passe », ou c'est « il faut que je fasse ça avant de pouvoir passer ». Ou c'est que simplement, il déroule les associations les unes derrière les autres. Alors de nouveau, je pense qu'au début, c'est peut-être simplement des actions les unes derrière les autres, mais quand je vois Domino ou même à Bantos, la façon dont ils font ça, on sent qu'au bout d'un moment, il y a réellement une conscience de leur action qui se forme. Donc ça, pour Caresse et Abantos, je pense que c'est vraiment venu avec le travail, en les rendant plus présents, plus là avec le regard, alors que par exemple pour Domino, elle, c'était très clair, elle savait très bien qu'en poussant une porte, ça pouvait s'ouvrir, elle essayait même parfois d'ouvrir la porte de la carrière comme ça, bien avant que je lui apprenne ces exercices-là. Et je pense que tout ça, ça vient vraiment de la façon dont on travaille avec les chevaux et de la façon dont on utilise leur regard surtout. On pense souvent que les chevaux, ils sont un petit peu bêtes, qu'ils ne voient pas le but dans l'exercice, parce qu'en fait, il n'y a pas le regard. Là, j'ai travaillé avec un cheval très récemment, un petit peu comme Tekoa. Il voyait pas la porte de cône dans laquelle je lui demandais de passer, et donc systématiquement, il marchait sur les cônes. C'est pas qu'il comprenait pas l'exercice, c'est qu'il ne regardait pas. Il suit les pieds de l'humain, il suit sa longe, il n'a pas du tout le regard sur ce qu'il fait. Il n'a pas la conscience sur ce qu'il fait. Et tout à coup, quand à la fin de la séance, à force de lui montrer, il a de lui-même posé son regard sur les cônes, de lui-même il a ralenti et de lui-même il a ajusté sa trajectoire pour passer dans les cônes. Travailler avec le regard rend le cheval plus autonome, plus conscient, plus présent. Et donc là, à partir du moment où on travaille avec le regard, le cheval peut comprendre le but de l'exercice. Que oui, il faut passer dans les cônes A, et puis qu'ensuite, l'idée c'est de revenir. Et donc du coup, ça devient un cheval qui ne fait pas seulement qu'enchaîner des mouvements en répondant à des demandes, sans faire des liens entre les choses, ça devient un cheval qui, en conscience, réalise un parcours qu'il peut même faire en autonomie, parce qu'il visualise les portes de cône, les endroits où il peut passer, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le cheval, vraiment, il est super bon pour apprendre par association. Une fois suffit. Il n'est pas du tout dans l'apprentissage par répétition comme l'humain, où on a la fameuse courbe d'apprentissage, où au début, on doit répéter un apprentissage tous les jours, puis toutes les semaines, puis tous les mois, pour fixer cet apprentissage. Le cheval, une fois avec une bonne association, quelque chose de clair, une bonne émotion derrière, ça peut rester toute la vie. Il a vraiment une très bonne mémoire factuelle et un très fort système prédictif. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cheval, il s'inquiète surtout de tout ce qui est imprévisible. L'importance, je vous avais dit quand on est en extérieur, de faire ce fameux scan de l'environnement avec la voix, cette voix très prenante que je vous avais montrée avec Caresse, et vraiment lui montrer que j'ai tout vu, avec une voix qui est vraiment là, qui l'encourage, qui est présente, et qui lui dit « je gère, j'ai vu ça, j'ai vu la bâche, j'ai vu le gros tracteur, j'ai vu la porte qui se ferme ». Ou puis là j'ai vu la poubelle qui vole sur le côté. Et au final, avoir un cheval qui nous regarde plus nous que l'environnement parce qu'il se dit elle gère super bien.
Mais sinon, un cheval dans la nature, que ce soit au niveau sauvage ou au niveau domestique, le stress ne vient pas tellement de l'environnemental, mais vient plutôt du social. Même un cheval qui est stressé dehors en soi, c'est souvent un cheval qui est stressé parce qu'il n'a pas beaucoup d'interactions, ou des interactions agressives, négatives avec les autres. Par exemple, il est toujours embêté par un même congénère, il ne peut pas se coucher, il est plus fatigué, il n'a pas de vrai lien dans le troupeau. Voilà. Le stress, on a tendance à se dire le cheval c'est une proie, donc attention les prédateurs, il surveille l'environnement. Non, un cheval d'ailleurs qui surveille trop l'environnement, c'est parce qu'il a beaucoup de tension. Donc le stress vient souvent du social. Des mauvaises interactions ou au contraire peu d'interactions. Une insécurité, c'est souvent lié au groupe. Pour les jeunes poulains, c'est un petit peu différent. Eux, ils sont plus sur l'environnement. En effet, ils sont plus sur l'environnement que les adultes parce qu'ils découvrent le monde. Donc pour eux, tout est surprenant, tout est imprévisible. Après, les adultes, commencent à s'habituer un petit peu au monde. Alors évidemment, quand on emmène les chevaux en extérieur, il y a un petit peu plus d'imprévisibilité. Mais sinon, quand on regarde les chevaux sauvages, pareil, le stress il vient du groupe. Les étalons qui ont peur de perdre les juments. Quand j'avais été chez les chevaux sauvages à l'association TAC, je vous avais dit, les étalons ils sont toujours en train de surveiller leurs juments. Ils sont pas du tout en train de surveiller l'environnement et les prédateurs. Pour justement surveiller un petit peu que personne ne vienne piquer les juments. Donc voilà, vous voyez que la notion de sécurité, nous on la place souvent au niveau environnement, prédateur, etc. Alors que c'est plutôt au niveau du groupe, et pour les chevaux sauvages, de ne pas perdre les membres de son groupe, les juments du groupe. L'attention, c'est plutôt tourné vers la surveillance, la cohésion du groupe. Et je vous parle depuis le début, de ce qui compte, c'est l'état dans lequel le cheval est émotionnellement, etc. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai sorti le fameux journal pour observer un petit peu le bien-être émotionnel du cheval en séance. Et là, je vais vous parler d'une étude qui est très intéressante, qui apparemment pourrait nous dire si un cheval est optimiste ou non. C'est une étude de l'INRA de Clermont-Ferrand, je vous mets comme toujours le lien en description, qui nous parle de brebis. Une expérience qui a été faite avec des groupes de brebis. Au début, pour toutes les brebis, on a mis un seau vide à gauche d'un abri et un seau plein à droite d'un abri. On a ensuite inversé pour pas qu'elles associent un côté au fait que le seau soit vide ou plein. Et c'était simplement pour les habituer à aller vers le seau. Et ensuite, on les a séparés en deux groupes. Un groupe qui a été nourri, abreuvé, mais sans plus, juste ça, le minimum. Et un autre groupe où il y a eu beaucoup plus de stimuli, avec des objets, avec des humains, des interactions, un environnement beaucoup plus enrichi. Et après quelques semaines, ils ont mis les brebis de nouveau en présence des fameux seaux. Donc au début, ils ont mis un seau au milieu de l'abri, puis un petit peu plus à gauche, puis un petit peu plus à droite, progressivement, et elles étaient toujours récompensées quand elles allaient vers le seau. Ce qui était très drôle, c'est que les brebis peu stimulées, elles ont été vers le seau comme s'il était vide, donc un petit peu lentement, sans vraiment s'attendre à grand-chose. Alors que les brebis plus stimulées ont été vers le seau comme s'il était plein, donc avec un pas beaucoup plus actif, un œil beaucoup plus brillant, etc. etc. Et donc ils ont conclu que les brebis qui allaient avec peu d'entrain vers le seau étaient plutôt pessimistes, parce qu'elles ne s'attendaient pas à grand-chose, et que celles qui allaient avec plus d'entrain étaient optimistes. On pourrait dire aussi qu'elles sont plus exploratrices, ou simplement elles se disent qu'il y a plus de choses à gagner, qu'elles ont plus de pouvoir sur l'environnement, donc oui, ça rejoint un petit peu cette idée d'optimisme. Donc ça, c'était intéressant comme étude. Par contre, ça teste vraiment surtout le mode d'hébergement. Pour tester les chevaux sur autre chose que l'hébergement, donc par exemple sur les séances qu'on va proposer aux chevaux, etc. Là, cette expérience-là, clairement, ça va pas suffire. Et d'ailleurs, moi j'ai essayé de vous proposer des pistes dans mon journal, mais de nouveau, au niveau scientifique, au niveau même légal, on a des lois que sur la bientraitance. La bientraitance, c'est quoi ? C'est mettre tous les moyens en œuvre pour tendre vers le bien-être. C'est pas des lois sur le bien-être, parce que le bien-être, c'est subjectif, ça dépend de comment l'animal se sent. Et ça, c'est très compliqué à évaluer. Là, on l'a vu avec l'expérience, on arrive un petit peu à avoir une petite idée, mais on voit que c'est encore des balbutiements. Et on voit que c'est plus facile de tester des choses comme l'hébergement, ça a été pas mal fait, que de tester vraiment comment le cheval vit les séances. C'est beaucoup plus compliqué. Et de nouveau, d'autres petits exemples, même au niveau de l'hébergement, on est assez loin en fait, parce que, par exemple, on va dire, il faut que le cheval mange des fibres. Mais souvent, on ne précise pas, il faut des fibres longues. Le cheval, c'est pas des fibres courtes, c'est des fibres longues pour la digestion, pour le temps de mastication. C'est pas seulement le fait de manger, c'est le fait de mastiquer énormément. Plus la fibre est courte, plus le transit est rapide. Et ça, souvent, c'est pas précisé. Idem avec la grande mode des Paddock Paradise, on en avait déjà parlé un petit peu, mais attention,
Si on éloigne trop les points d'eau, de foin, les points d'intérêt, alors voilà, c'est très bien, ça fait marcher le cheval, mais si c'est trop éloigné, qu'il y a trop de chicanes, trop de cailloux, un vieux cheval qui a de l'arthrose, il va plus aller à un moment donné au foin à l'eau. Il va rester dans l'abri, il va rester à un point statique, et au final, c'est contre-productif. On va avoir un cheval qui va faire des ulcères, des problèmes de santé. Pareil, un cheval qui supporte pas les mouches, l'été, il va rester dans l'abri. Il va pas les manger. C'est pour ça que c'est important de mettre aussi de la nourriture dans l'abri et de pas systématiquement séparer les points d'abri des points de foin. Parce que sinon, pareil, on va avoir un cheval qui va faire des ulcères. Je vous rappelle, le cheval n'a pas de vésicule biliaire, donc la bile coule en continu dans l'estomac. Et donc ça, c'est ça qui brûle le cheval et qui crée des ulcères. Donc oui, des ulcères peuvent arriver même avec un cheval au pré. Par exemple, avec une configuration comme ça, on a un abri où il n'y a pas de nourriture dedans. Pareil, c'était la grande mode à un moment donné d'abattre toutes les cloisons entre les box, entre les abris, pour que les chevaux puissent se voir, etc. Le souci, c'est que surtout quand on fait ça entre deux box, c'est des espaces tout petits. Donc du coup, les chevaux peuvent se mordre, peuvent empêcher le voisin de manger à travers la séparation qui du coup est juste un petit mur, mais la tête passe au-dessus du mur. Donc du coup, on a de la compétition au moment des ressources, de la nourriture, et au final, c'est contre-productif parce que l'espace est trop petit. Si les chevaux sont confinés dans des box, même si c'est pour que quelques heures, se voir à travers des grilles, oui, mais imposer comme ça la proximité l'un contre l'autre sans aucune séparation, parfois ça peut être complètement négatif pour le cheval. Pareil, on dit qu'il faut manger au sol pour éviter l'arthrose au niveau des cervicales. On l'a vu avec les chevaux sauvages, eux aussi ont de l'arthrose alors qu'ils mangent tout le temps au sol. Donc voilà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Les chevaux en liberté, les chevaux sauvages, je vous l'avais dit, c'est pas la panacée non plus. Ce qui est pas mal quand on fait des grands abris pour les chevaux qui sont en groupe, c'est même de mettre des panneaux un petit peu en quinconce pour obliger les chevaux à contourner ça, à pouvoir aussi s'éviter, à pas se voir en permanence. Ça permet de la tranquillité. C'est faux de croire qu'ils ont toujours besoin d'être collés l'un à l'autre. De nouveau, on l'a vu avec nos chevaux sauvages, les interactions sociales c'est bien, mais parfois ils ont besoin d'être seuls, de souffler, de se mettre en retrait un petit peu. Même les chevaux sauvages qu'on a observés, ils prenaient parfois leur moment seuls loin des autres. On avait même un cheval qui était un petit peu solitaire à un moment donné. Souvent, dans une idée de bien-être mal compris, on fait des choses qui au final ne rendent pas le cheval plus heureux. C'est comme, un autre petit exemple encore, les litières, le copeau, les pelets, etc. On a beaucoup diversifié la litière. Au final, la litière préférée par les chevaux, c'est la paille. Et quel que soit le type d'hébergement, quel que soit le mode de vie, il y a des avantages et des inconvénients partout, même pour les chevaux sauvages. Un cheval sauvage, quand il est malade, la gestion de la reproduction, etc., c'est pas facile. Donc voilà, c'est jamais la panacée. Donc voilà, c'est la petite parenthèse sur les hébergements, mais je trouvais ça intéressant de toujours démonter un petit peu les idées reçues. Et donc voilà, on en revient à notre idée de ce que je vous disais, évaluer le bien-être émotionnel du cheval dans sa vie de tous les jours, le consentement, comment l'utiliser pour que ce ne soit pas contre-productif. Et donc on voit, c'est pas facile de se rendre compte si le cheval il est vraiment bien, pas bien. On fait souvent un petit peu des supputations. Par contre, on a des signaux de mal-être qui sont très évidents. Les signaux de bien-être, malheureusement, c'est un petit peu moins évident. Il y a un petit peu moins d'études là-dessus. On a repéré tout ce qui est signaux d'attachement entre chevaux, par exemple des chevaux qui s'attendent, qui passent du temps l'un près de l'autre, qui broutent proches, qui sont tête-bêche, qui font le toilettage mutuel. Ça, c'est tous des signes d'attachement. Mais des signes vraiment de bien-être réel, c'est compliqué. Par contre, les signes de mal-être, ça on en a. L'agressivité, l'hypervigilance, la posture de retrait et les stéréotypes, ça c'est vraiment une liste de signes de mal-être bien établie, bien claire pour tout le monde. Et d'ailleurs, petite parenthèse encore ici, tout ce qui est stéréotype tic, ça peut être environnemental, mais ça peut aussi être génétique. Parfois, on a des poulains qui tiquent dès la naissance. Par contre, le tic, ça c'est aussi une idée reçue, ça ne se fait pas du tout par imitation. Le tic à l'appui, par contre, on pense que lui, il serait plutôt lié à la digestion, parce qu'il y a souvent un pic, souvent 15 minutes après les repas. Et de manière générale, tout ce qui est troubles répétitifs, c'est tous des tentatives de s'adapter à un environnement non adapté. Les phlémènes répétés, par exemple, c'est également un signe de douleur. Un phlémène tout seul, non, le cheval il est juste peut-être en train d'humer une odeur, mais 3-4 phlémènes d'affilée, ça c'est un signe établi de douleur. De nouveau, c'est pas le comportement lui-même qui veut dire douleur, mais sa répétition. Et toujours bien observé dans le contexte. Un bâillement, par exemple, on commence à se dire « Ah c'est super, mon cheval décontracte ». Pas forcément. Le bâillement, il peut vouloir dire plein de choses, on l'avait déjà dit. Et ça, il faut regarder un petit peu aussi comment est la hauteur de la tête. Si la tête est plutôt basse, on est dans une détente, dans un relâchement. Par contre, avec une tête plus haute, ça peut être un comportement de substitution. Et donc, ça c'est quelque chose dont je vous avais brièvement parlé, on va revenir un petit peu en détail dessus, parce que ça touche aussi à cette notion de bien-être. Ça, je vous avais déjà parlé de la Horse Grimace Scale,
donc l'échelle de grimace du cheval, qui est un outil vraiment précieux pour évaluer la douleur. Donc ça, de nouveau, ça va clairement être un signe de mal-être. De nouveau, on n'a pas d'indicateur de bien-être, mais on a encore des indicateurs de mal-être. Et donc, il va nous dire par rapport à ce qu'on lit sur la tête du cheval, ça se concentre vraiment sur la tête et pas sur tout le corps, mais ça nous donne des unités d'action qui sont notées de 0 à 2. 0, ça veut dire absence de signe, 1, un signe modéré, et 2, un signe évident. Et donc ensuite, on additionne les scores pour avoir un niveau global de douleur. Donc, on a 6 critères. C'est les oreilles. Dans la douleur, on a des oreilles figées, tournées vers l'arrière, parfois un petit peu asymétriques qui s'écartent sur le côté. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau des yeux, avec un œil plus fermé quand il y a de la douleur, des tensions au niveau des paupières, un regard plus dur et plus noir. Ensuite, on a tout ce qui est paupières autour des yeux, avec l'œil un petit peu en triangle, comme je vous disais, un espèce de froncement. Après, on a tout ce qui est muscles masticateurs, joues et muscles de la mâchoire, avec des muscles plus tendus. Ensuite, en 5e indicateur, on a la bouche avec des lèvres contractées, des commissures étirées, un menton tendu. Et en dernier indicateur, on a tout ce qui est narines, avec des narines plus allongées, plus rigides. Et donc, voilà, on peut faire un petit tableau où on donne un score pour chacun de ces indicateurs. Et là, je vais vous donner un petit exemple avec Caresse dans quelques instants. On va refaire un petit peu cet exercice. Juste rapidement, ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé plus en détail. C'est l'éthogramme de la douleur de Sue Dyson. Donc ça, c'est vraiment un éthogramme de tout le corps. Et ça, c'est au niveau du travail du cheval monté. Et donc là, on a vraiment des indicateurs précis de douleur pendant le travail, avec l'ouverture de la bouche, des mouvements de tête, la langue qui sort, une tête qui est derrière la ligne de la verticale, etc. etc. Et donc tout ça, je vous remets les liens en description. Mais ça aussi, c'est très intéressant à noter. On va reprendre tout de suite du coup notre fameux tableau au niveau de la douleur faciale avec Caresse. On avait déjà fait un petit peu cet exercice brièvement avec Abantos, il avait eu un petit épisode de boiterie, et là avec Caresse, elle nous a refait un petit épisode où elle n'était vraiment pas top dans son corps, et donc on a refait un bilan global avec des échographies, etc. Avec un orthopédiste qui a vraiment fait un super travail. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner son contact. Et donc on a découvert qu'elle avait de l'arthrose cervicale en C6, C7, donc à la base de l'encolure et au niveau des lombaires. Et donc c'est quelque chose qui veillait depuis un petit moment, je la sentais pas toujours très à l'aise, mais voilà, on n'avait pas vraiment trouvé la cause. Et donc là, je vous mets des images, et une fois qu'on a ces indicateurs en tête, on voit que même si tous les indicateurs ne sont pas au niveau de 2, on voit très clairement, notamment sur cette photo que je vous mets là, que les yeux sont très en triangle, donc au niveau des yeux et des paupières, on est clairement à 2, donc on est sur un signe évident de douleur. Ensuite, au niveau des narines et de la bouche, c'est pas très évident, il y a le mort aussi, donc on sait pas trop si on est entre 0 et 1. Les oreilles, on est sur 1, elles sont un petit peu écartées, elles sont un petit peu vers l'arrière. Alors ça pourrait être aussi parce qu'elles m'écoutent, mais il y a un petit peu cet écartement qui nous fait penser plus à un signe modéré. Et donc voilà, mais les yeux, c'est vraiment criant de vérité à ce moment-là, et c'est parce que justement, on avait un passage dans la boue, et que c'était vraiment pas confortable pour elle à ce moment-là. Et donc voilà, au niveau du reste du corps, on ne voit rien, la démarche était correcte, simplement, on le voit au niveau des yeux, clairement, c'était douloureux pour elle à ce moment-là. Alors, c'est pas non plus une douleur insupportable, mais ça n'a pas été agréable. Pareil, là, un autre petit extrait. Là, c'était plutôt pour un inconfort au niveau du ventre. Elle avait vraiment des fortes chaleurs à ce moment-là. Et donc, on voit qu'après, je fais des petits massages. Et donc, avant les massages, on voit qu'on a quelques indicateurs qui ne sont pas au top, notamment au niveau de la mâchoire, au niveau des naseaux, au niveau des oreilles. Et qu'après, hop, on a tout de suite les indicateurs qui repassent au vert avec le petit massage. Ce tableau de la douleur par rapport à ce qu'on lit sur la tête du cheval, ça n'est pas validé sur les coliques. Ça a été validé sur les douleurs dentaires, oculaire et sur la castration. Intéressant aussi à noter, c'est qu'on voit vraiment des similitudes entre la posture de douleur et notre fameuse posture de retrait, notre posture de cheval résigné. Ce qui nous fait penser donc que la posture du cheval résigné, c'est peut-être pas une douleur physique, ça peut aussi être une conséquence d'une douleur physique, mais ça peut simplement exprimer une douleur mentale, un retrait un petit peu de tout ce qui l'entoure, parce qu'émotionnellement c'est trop pour lui. Un cheval qui se renferme, et donc là on est plutôt dans une douleur mentale. Et donc du coup, pour Caresse, qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir donc au cabinet de cet orthopédiste fin du mois, ça sera peut-être déjà fait quand cette vidéo va sortir. On va faire une mésothérapie donc au niveau des lombaires et de la base de l'encolure, et on va faire des injections PRP. PRP c'est quoi ? C'est plasma riche en plaquettes. Donc on va prélever un petit peu de sang,
concentrer les plaquettes et réinjecter le plasma dans la zone douloureuse pour stimuler la réparation des tissus et diminuer l'inflammation. Donc c'est beaucoup mieux qu'une injection à la cortisone qui va détruire à terme les tissus ou même à l'acide hyaluronique. Il faudra refaire de manière régulière. En PRP, ça agit à beaucoup plus long terme. Donc là, ce qui s'est passé, je vous le dis là parce que ça peut être intéressant aussi, Caresse n'a pas de l'arthrose de manière absolument grave et le vétérinaire m'a dit il y a des chevaux qui ont de l'arthrose un petit peu comme ça et qui vont en concours tous les week-ends et qui n'ont absolument pas de signes de douleur, etc. Donc voilà, on n'est pas sur une arthrose avancée, simplement, c'est bien d'agir tôt, comme ça on peut un petit peu ralentir le mécanisme, même si de nouveau on ne récupérera pas des articulations parfaites. Mais pourquoi elle a eu mal là? Probablement à cause de l'herbe très riche de printemps. L'herbe très riche de printemps, très sucrée, ça joue vraiment sur l'inflammation et ça décuple l'inflammation. Donc du coup, de nouveau, le cheval n'est pas un herbivore, donc réduire un maximum l'herbe, un petit peu en prairie, etc., c'est bien, mais c'est un petit peu comme si on mangeait du Nutella toute la journée, c'est pas le top. Après, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je lui donne aussi du Flexadin. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner plus d'infos un petit peu là-dessus aussi. Donc ça, c'est vraiment un produit qui aide un petit peu aussi au niveau des articulations, même si de nouveau c'est pas magique, mais c'est un des compléments qui est le mieux dosé avec du collagène de type 2. À côté de ça, le pareur a fait un travail où il a raccourci un petit peu la pince pour l'aider un petit peu dans son mouvement et il fait pas mal de balades. Le travail en carrière, on limite un petit peu pour le moment jusqu'à qu'elle ait ses injections, mais par contre on fait énormément de balades à pied monté pour vraiment stimuler le mouvement et l'aider à évacuer les sucres. Et après, si jamais il y a besoin encore de faire plus, ce qu'on fera, c'est peut-être éventuellement du Tildren ou de l'osphos. Là, ça agira vraiment plus au niveau osseux, de nouveau. Toujours dans cette idée d'agir sur le long terme pour reconstruire un maximum les articulations. Et donc, en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme on avait fait avec Abantos un petit peu pour les remuscler le dos, faire des petits exercices. En plus des balades, il faudra continuer à faire ça d'autant plus quand elle aura eu après les injections, pour vraiment qu'elle étire sa ligne du dos, venir un petit peu la tête en bas, et ça on sait que c'est pas toujours fun, donc voilà, ce que je fais un petit peu, ça c'est quelque chose que vous avez dû voir beaucoup en renforcement positif, c'est venir avec une target, mais là c'est plus un petit jeu d'éveil, c'est-à-dire que c'est un petit mousse au bout d'un bâton, et le but c'est qu'elle vienne le toucher, voire carrément venir jouer avec et venir le pousser jusqu'à qu'il tombe. Elle vient suivre du coup cette target en venant baisser la tête et donc c'est un petit peu plus fun que de venir simplement s'aider sur des rênes, etc. Il y a un petit peu un but de nouveau derrière ça et ça on peut aussi utiliser les targets énergétiques mais là avec le petit jeu c'est un petit peu plus fun. Attention, donc là je vous dis la tête en bas pour étirer le dos. Par contre, comme je vous avais dit avant, le travail qu'on avait fait avec Magali Delgado, c'est qu'on alternait mise en main haute, mise en main basse pour justement stimuler tous les muscles. Là c'est pareil, travailler avec seulement la tête en bas, alors c'est bien de le faire un petit peu, mais faire que ça, c'est très mauvais. Ceux qui travaillent systématiquement leur cheval avec le nez dans le sable, c'est pas bon du tout. C'est comme tout. L'excès est mauvais en tout, donc ce qui est important, c'est d'alterner évidemment les deux. Un cheval qui a la tête un peu plus haute, à partir du moment où il est décontracté, c'est pas grave. Ce qui est dangereux, c'est quand le cheval a la tête en l'air, complètement stressé, le dos complètement creux. Là, par contre, c'est en effet très mauvais. Et donc, pareil, le travail sur les cercles, un petit peu, venir travailler un petit peu l'incurvation et tout. Mais sinon, moi ça je vous l'avais déjà dit, l'allonge, le travail en cercle, c'est vraiment pas le mieux pour le physique du cheval. En plus de pas être fun, si vous voulez le faire, le faire avec les targets énergétiques, comme on fait avec Abantos, ça c'est un petit peu amusant. Ça c'est des séances de longe un petit peu plus amusantes pour tout le monde. Par contre, de nouveau, attention à ne pas faire que ça, à toujours varier absolument le travail. À savoir aussi que beaucoup de chevaux, en fait, ne tiennent pas du tout leur équilibre sur le cercle. C'était un petit peu le cas de Caresse, maintenant ça va mieux, mais au début, quand je l'ai eu, quand quelqu'un essayait de l'allonger, c'était tout de suite un grand non, parce que c'était très inconfortable pour elle. Parce qu'elle tombait soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, elle ralentissait, elle se désorganisait, et c'était très inconfortable. Et ça, c'est le cas pour la plupart des chevaux. Parce qu'on met le cheval sur le cercle en se disant c'est évident, tous les chevaux ils peuvent être longés, on demande au cheval de s'équilibrer tout seul, sans l'accompagner. Et c'est pour ça que Caresse, au final, les cercles montés, ça allait beaucoup mieux qu'en longe. Un cheval sur un cercle, il doit gérer simultanément équilibre, asymétrie corporelle qui est naturelle, je vous renvoie vers les vidéos sur la locomotion, coordination, gravité. Quand on pousse, comme on le fait souvent avec la chambrière, les postérieurs sans venir organiser l'avant-main, on ajoute vraiment de la difficulté au cheval. Le cheval est déjà en déséquilibre sur son cercle. Et nous, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient avec le stick, avec la chambrière, pousser derrière. Vous imaginez bien que le cheval, il dit, c'est trop, je m'en sors pas, qu'est-ce que je fais?
Donc le cheval, soit il dit non, comme caresse, soit il compose comme il peut avec des tensions, en accélérant, se figeant dans l'encolure, etc., etc. Et tout ça, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste une stratégie pour essayer de réussir à s'équilibrer sur ce cercle. Et le pire là-dedans, c'est venir évidemment avec des enraînements fixes. Parce que là, on vient fixer l'encolure et on empêche complètement le cheval de venir trouver un équilibre. Ça vient masquer vraiment les difficultés réelles au lieu d'aider le cheval à s'équilibrer réellement. Et moi, quand je travaille avec les targets énergétiques, j'ai vu aussi avec Abantos, et pareil avec Caresse, qu'au final, les chevaux sont beaucoup plus à l'aise sur le cercle. Pourquoi ? Parce que je m'occupe pas du tout de l'arrière-main, je montre au cheval avec mon doigt où je veux qu'il aille, je suis pas du tout en train de pousser derrière, et puis je bouge beaucoup avec le cheval. Parce qu'au final, guider les épaules, guider l'avant-main, ça aide beaucoup plus le cheval à trouver son équilibre. Et du coup, il trouve son mouvement beaucoup plus naturellement que quand on vient forcer un petit peu en poussant derrière. Parce qu'on dit toujours, faut que le cheval engage. Oui. Et c'est là qu'on prend le problème à l'envers. C'est pas parce que le cheval engage pas qu'il fonctionne pas, c'est parce que justement il fonctionne pas, il est pas équilibré, qu'il ne vient pas engager. Le fait que le cheval n'engage pas ses postérieurs sur le cercle, c'est la conséquence d'un déséquilibre. Et ça, je l'ai vu avec Caresse. Et depuis qu'on a travaillé son asymétrie avec la séquence de Pierre Beaupère, qu'on a travaillé tout un tas d'exercices avec Magali Delgado, de nouveau je vous renvoie vers la playlist Locomotion où vous avez toutes ces séances en détail, et ça va beaucoup mieux et elle sait beaucoup mieux s'organiser sur un cercle. Comme pour le mental, on se focalise trop sur le symptôme au lieu de se focaliser sur la cause réelle qui est l'équilibre. Et donc ça aussi, ça rejoint tout ce que je vous disais ici, évaluer le bien-être du cheval, c'est aussi lui rendre confortable. Et donc si on veut que le cheval engage, mais qu'on n'a pas résolu les problèmes d'équilibre, on rend le cheval complètement inconfortable et on est clairement dans le mal-être. Et pareil, monter. Une fois que le cheval, il fonctionne, il a le bon équilibre, en fait, et ça je le vois avec Caresse, je ne la monte plus qu'avec le buste. La position du buste qui envoie des petits signaux, un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière, un petit peu plus assise, et pas du tout avec les mains. Les mains, c'est juste pour détendre la bouche du cheval. Le guide, c'est vraiment l'assiette et le buste. Et pour pouvoir guider de manière correcte, il faut évidemment un cavalier serein. La position dépend vraiment de la sérénité. Souvent, les genoux dans le cheval, les mains serrées, etc. Je l'avais déjà dit aussi plusieurs fois, c'est pas tellement la technique, c'est plutôt un manque de sérénité et un besoin de contrôle. Et ça, je vous le dis régulièrement aussi. La mise en main, on ne vient pas la forcer. C'est par le relâchement qu'on vient chercher ce relâchement, on part d'une attitude naturelle, haute et ouverte, pour amener petit à petit le cheval vers la mise en main. C'est de nouveau ce qu'on a fait avec Caresse dans cette fameuse playlist Locomotion. C'est le cheval qui doit trouver son confort lui-même. Tant que le cheval il n'est pas dans l'équilibre, dans une allure régulière, confortable, il ne peut pas venir se mettre en main. Et souvent on a tendance à vouloir commencer par la mise en main, et de nouveau c'est mettre la charrue avant les bœufs. D'abord l'équilibre, avant l'exercice. Et voilà, vous voyez, on a quelques pistes. Je ne répète pas tout ce que je vous ai dit dans mon journal, et je vous renvoie à cette vidéo-là où on essaye d'évaluer le bien-être émotionnel du cheval en séance. Vous voyez qu'ici, dans cette vidéo, on a quelques autres pistes pour évaluer le bien-être physique, un petit peu mental, le bien-être au niveau de l'hébergement, etc., etc. Comment utiliser le consentement pour justement avoir du bien-être et pas non plus un cheval qui commence à s'inquiéter, à se sentir en insécurité parce que c'est porte ouverte à tout, il peut faire ce qu'il veut et au final que du choix, c'est de l'insécurité parce que le cheval a besoin qu'on le guide, qu'on l'encadre, qu'il y ait des limites claires comme la fameuse limite avec la main, de dire voilà, tu marches le long de ma main mais tu ne dépasses pas, c'est comme un mur. Voilà, on n'a pas besoin de frapper, on n'a pas besoin d'en faire trop, mais simplement d'être clair, d'être juste, d'être cohérent. Et ça, c'est un élément primordial dans tout ce qui est bien-être. Et comme toujours, on s'adapte au cheval, on part de là où le cheval est. On regarde un petit peu quelles sont les portes d'entrée au niveau du système émotionnel du cheval. Notre fameux système émotionnel au niveau des émotions positives, qu'est-ce qu'on a ? On a le système émotionnel care, le système émotionnel seeking, le système émotionnel lust. Alors bon, ça c'est un petit peu plus au niveau de la reproduction, mais le care, c'est tout ce qui est contacts sociaux, grooming, etc. Et le système émotionnel seeking, c'est tout ce qui est recherche de solutions, recherche de nourriture, curiosité, etc. Quand il y a un trauma, il y a certaines portes qui sont parfois bloquées. Il faut donc déverrouiller ces portes en venant libérer les tensions avant. Mais après, chez certains chevaux, la porte d'entrée pour éveiller l'intérêt du cheval va être différente. Certains, on va plus passer par le système émotionnel seeking, ouvrir la curiosité, on l'avait vu avec plusieurs chevaux. C'est souvent une des portes d'entrée les plus simples
On passe par les petits jeux d'éveil, par venir rouvrir l'intérêt, rouvrir le nez, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec Kali aussi, venir toucher des objets, venir s'intéresser à des choses, venir manipuler, venir interagir avec des objets et venir être ouvert sur l'environnement. Mais certains autres chevaux, c'est un petit peu plus rare, en général, le contact physique, c'est pas le plus important chez le cheval, mais certains chevaux vont être plus câlins, vont être plus dans le lien, et donc chez certains, le système émotionnel care, le grooming, le contact va être une porte d'entrée. Et surtout, les poulains qui ont vécu avec leur mère et en troupeau vont être souvent un petit peu plus sur cette porte d'entrée-là. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les mâles, ils vont avoir tendance à jouer beaucoup plus avec la bouche, à être beaucoup plus tactiles, ils vont avoir tendance à plus attraper des objets, etc., etc. Ils vont avoir plus ce réflexe avec la bouche que les juments n'auront pas. C'est pour ça qu'avec Abentos, on peut développer un petit peu ça, jouer un petit peu avec la bouche, qu'avec Caresse, ça l'intéresse un petit peu moins. Même si c'est quelque chose qu'elle sait faire aussi à présent. À l'inverse, une bouche trop crispée, qui est incapable de venir s'ouvrir, des lèvres qui sont systématiquement refermées, qui sont incapables de venir chipoter avec un objet, ça c'est signe de tension. Par contre, à l'inverse, et ça c'est souvent chez les mâles, vu qu'ils sont plus dans cette expression avec la bouche, mais des chevaux qui viennent sans cesse attraper tous les objets, sans cesse venir mordiller l'humain, ça pareil, ça va être un signe de tension et souvent un manque de contact social. Les mâles sont beaucoup plus tactiles que les juments sont un peu plus tactiles au moment des chaleurs, mais si c'est dans l'excès, c'est qu'il y a de nouveau un manque de contacts sociaux. Les mâles aussi sont beaucoup plus joueurs, je l'ai vraiment constaté quand on a été voir les chevaux sauvages, c'est impressionnant de voir à quel point les mâles, même adultes, ils jouent. Ils continuent à jouer jusqu'à la fin de leur vie. Ils jouent avec les poulains, ils jouent avec les autres mâles des groupes célibataires, il y a vraiment du jeu. Qui n'est pas du tout comme le cheval domestique qui lui ne joue pas. Lui, il évacue ses tensions. Ça n'a vraiment rien à voir au niveau des interactions sociales entre chevaux, je dis bien, pas avec l'humain. Et d'ailleurs, les mâles, petite anecdote ici, ils ont un jeu qu'ils font beaucoup entre eux. Ils se mettent à genoux en s'appuyant sur l'épaule l'un de l'autre et ils viennent se mordre un petit peu en faisant ça. Et donc, souvent quand on veut apprendre à un étalon à donner le pied, si on vient un petit peu s'appuyer trop sur l'épaule, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a un étalon qui va venir se mettre à genoux et venir essayer de nous mordiller un petit peu. C'est pas du non-respect, c'est simplement qu'on réactive un réflexe de jeu quand on s'appuie sur l'épaule comme ça. Donc ça aussi, c'est une petite anecdote que je vous dis là comme ça, mais c'est important de le savoir, parce que c'est un comportement tout à fait normal pour le cheval, et donc c'est à nous de faire attention à ne pas réactiver ce genre de choses, et à bien expliquer au cheval que, avec nous, ça ne marche pas comme ça, sans pour autant venir se fâcher, parce que pour lui, c'est tout à fait normal. Donc voilà, on part toujours de là où le cheval est. Très important aussi de regarder là où il place son attention, sur l'environnement, sur la nourriture, ou est-ce qu'au contraire il est renfermé ? Est-ce qu'il regarde ce que vous montrez ? Est-ce qu'il fait ça calmement ? Ou est-ce qu'il fait ça frénétiquement, qu'il change de sujet tout le temps ? Tout ça, c'est un indicateur aussi de la santé mentale du cheval, et ça j'en parle aussi dans le journal. Ce fameux regard où il se pose, est-ce qu'il est capable d'être présent avec nous ou pas ? Et la domestication, ça peut donner des choses un petit peu aberrantes, où je dis, on prend le cheval là où il en est. Le cheval, parfois, il manque d'interaction sociale, comme on l'a vu, il peut manquer du coup cruellement de queues de sociaux aussi. Il y a des chevaux domestiques qui ne savent pas faire de toilettage. Ils ne font pas de grooming, et qui ont même peur. Quand un autre cheval essaye de se rapprocher d'eux, certains, ils vont percevoir ce rapprochement comme une agression, ils vont avoir peur et ils vont fuir. Et ça aussi, on l'avait vu avec les chevaux sauvages, mais c'est pas encore complètement prouvé, mais souvent, c'est celui qui est un petit peu plus haut dans la hiérarchie qui initie le toilettage. Attention, un petit rappel ici, quand je dis plus haut dans la hiérarchie, c'est au niveau de la hiérarchie de dominance, qui concerne surtout l'accès aux ressources. Ça reste relatif selon les situations, c'est lié à l'âge, ça s'observe à travers les comportements agonistiques, c'est-à-dire un cheval qui fait s'écarter les autres par exemple. Et de nouveau, c'est pas le cheval qui crie le plus qui arrive en haut de la hiérarchie, c'est même plutôt l'inverse, celui qui a la plus grande égalité d'humeur. À ne pas confondre avec le leadership, donc là c'est simplement le fait d'être suivi par les autres, et c'est pas le cheval qui décide d'être leader, c'est les autres qui choisissent de le suivre. Le leadership, il est complètement partagé, il peut changer selon les moments. Tous les chevaux, quelle que soit leur place dans la hiérarchie de dominance, peuvent devenir leader ponctuellement. Et ça, avec l'humain, la hiérarchie de dominance, elle n'a pas foi. Il n'y a pas de dominance interespèce. Juste petit rappel là-dessus. Mais donc voilà, dans la hiérarchie de dominance, c'est souvent celui qui est un petit peu plus élevé, qui vient proposer la gratouille à l'autre. Et donc du coup, souvent, le cheval justement qui voit l'autre arriver vers lui et se rapprocher un petit peu comme ça pour faire le toilettage, ça lui fait d'autant plus peur que c'est quelqu'un qui est plus haut dans la hiérarchie. Et donc oui, chez les chevaux domestiques, on peut avoir des choses un petit peu aberrantes comme ça. Et souvent, il y a des chevaux, ils font pas de toilettage entre eux, mais par contre, ils vont en faire avec l'humain.
Pourquoi ? Parce que l'humain, il force un peu plus, il impose un peu plus. Et le cheval, au final, il se dit « Ah oui, c'est chouette ». Mais entre eux, ils s'imposent moins les choses. Ils s'imposent moins, simplement. Si un cheval vient vers l'autre et que le cheval s'en va, tant pis, il abandonne. Il va pas venir lui courir derrière jusqu'à le gratouiller absolument. Alors que l'humain va forcer, imposer un peu plus. Et au final, le cheval va trouver ça agréable et il va finir par le faire avec l'humain. Et donc on voit que on est souvent un petit peu plus dur avec les chevaux que les chevaux ne sont entre eux, parce qu'il y a des chevaux comme ça qui vont se toiletter avec l'humain et qui ne le feront jamais entre eux. Et voilà, de nouveau, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a plus de bien-être chez les chevaux sauvages. Chez nous, il y a des codes sociaux qu'ils n'ont pas, il y a des interactions sociales beaucoup moins riches. Par contre, ils ont la sécurité, ils n'ont pas froid l'hiver, ils ont des couvertures, ils ont des abris, ils ont de la nourriture en suffisance. Ils ne doivent pas tout le temps s'inquiéter pour les juments, pour la reproduction, etc. La vie à l'état sauvage, comme je vous l'avais déjà dit non plus, c'est pas la panacée non plus. Alors c'est sûr, si on compare les interactions entre chevaux sauvages et domestiques, c'est beaucoup moins varié chez les chevaux domestiques. Et chez les chevaux domestiques, c'est vrai qu'il y a plus de tension. Pourquoi ? Parce que souvent, espace trop petit, parce qu'ils ne choisissent pas leur groupe, etc., etc. Et que les groupes sont souvent trop grands. Donc les chevaux domestiques, on va avoir des chevaux au niveau du budget temps qui vont être beaucoup plus dans les interactions un petit peu agonistiques, se chasser, se pousser, etc. Donc se déplacer beaucoup plus de manière un petit peu rapide. Ils vont être beaucoup plus à observer l'environnement, alors que les chevaux sauvages, comme je vous ai dit, ça va être des déplacements beaucoup plus tranquilles. Et le mythe des chevaux qui font 40 km par jour ou même 20 km par jour, c'est pas vrai. En fait, ils n'en font pas autant non plus. Voilà, faut pas exagérer. Et ils vont plus s'observer entre eux que observer réellement l'environnement. Et c'est vrai, quand je regarde Caresse et Abantos, par rapport aux chevaux sauvages de chez l'association TAC que j'ai été observer, oui, ils sont beaucoup plus en train de surveiller l'environnement, de regarder les gens qui marchent sur la route, etc., que nos chevaux sauvages, beaucoup moins. Ils s'observent entre eux, comme je vous le disais. Et si on regardait entre Caresse et Abantos, Caresse, elle va se déplacer beaucoup plus, elle fait beaucoup plus d'allers-retours entre son abri et son pré, que Abantos, qui lui va beaucoup plus rester à un même endroit. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez encore appris des choses avec nous. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.